comment 25 000 chevaliers chrétiens, incluant certaines des forces de combat les plus élites d'Europe, purent-ils être complètement anéantis en un seul après-midi. Ils furent vaincus par seulement 20 000 pillards mongols. Le 9 avril 1241, le duc Henri II le Pieux mena les forces combinées de Pologne, d'Allemagne et des ordres militaires de la chrétienté. Cette bataille deviendrait l'une des défaites les plus catastrophiques de l'histoire européenne. Ce qui rend cette bataille particulièrement obsédante n'est pas seulement l'ampleur du massacre, mais aussi la prévisibilité de son déroulement. Le commandant polonais commit toutes les erreurs possibles. Il tomba dans les pièges les plus anciens. Il mena ses hommes directement dans un piège mortel méticuleusement préparé. À la fin de la journée, la tête coupée d'Henri serait exhibée sur une lance mongole. 9 sacs furent remplis des oreilles coupées de ces soldats morts. L'Europe chrétienne se retrouva sans défense face à la machine militaire la plus terrifiante que le monde ait jamais vue. Imaginez le monde au début de 1241. Pendant des décennies, des rumeurs terrifiantes avaient filtré vers l'ouest depuis les steppes d'Asie. Elles parlaient d'une horde imparable. Cette horde avait conquis tout, de la Chine aux portes de Vienne. L'empire mongol, forgé par Genghis Khan et maintenant commandé par ses descendants, avait déjà englouti la puissante Russe de Kiev. Il avait écrasé chaque principauté russe qui osait résister. Des villes qui existaient depuis des siècles furent effacées de la terre en quelques jours seulement. À la bataille de la rivière Khalkha, en 1223, les Mongols avaient anéanti une force russe combinée. Ils avaient démontré des tactiques si étranges et efficaces que les observateurs européens pouvaient à peine comprendre ce qu'ils avaient vu. En 1240, le légendaire général mongol Subutai, peut-être le plus grand esprit militaire de l'ère médiévale, avait perfectionné une stratégie de campagne. Cette stratégie allait mettre l'Europe à genoux. Son plan était audacieux par son ampleur. Son exécution était d'une simplicité terrifiante. 3 armées mongoles, totalisant 80 000 hommes, devaient traverser les Carpates pour entrer en Hongrie. Pendant ce temps, une 4e force de diversion, de 20 000 guerriers, commandée par les princes Baïdar, Kadan et Ordakhan, devait ravager la Pologne. Cela empêcherait toute force d'Europe du Nord de renforcer les Hongrois. Les Mongols n'envahissaient pas seulement. Ils exécutaient un mouvement de tenaille coordonné à travers tout un continent. L'emplacement stratégique de la Pologne était crucial pour les plans mongols. La Silésie en particulier se trouvait au carrefour de l'Europe centrale. C'était une porte entre les terres germaniques à l'ouest et les plaines hongroises au sud. Contrôler cette région, c'était contrôler le flux de renforts qui aurait pu sauver la Hongrie. Mais la Pologne, en 1241, était un cauchemar fracturé de duchés rivaux. Chacun était gouverné par différentes branches de la dynastie Piast. Il n'y avait pas de commandement unifié, pas d'armée centrale, pas de stratégie de défense coordonnée. Le roi Boleslav V de Cracovie était peut-être le suzerain nominal. Cependant, le pouvoir réel était dispersé parmi des ducs ambitieux. Ceux-ci passaient plus d'énergie à se quereller qu'à se préparer aux menaces extérieures. Cette fragmentation allait s'avérer fatale. Les Mongols, en revanche, opéraient avec une efficacité impitoyable. Leurs arcs opposites pouvaient percer une armure à 300 verges. Leurs chevaux, plus petits mais plus résistants que les races européennes, pouvaient parcourir 60 000 par jour pendant des semaines sans repos. Chaque guerrier mongol transportait 3 chevaux. Cela leur permettait de couvrir des distances qui semblaient impossibles aux commandants européens. Le plus terrifiant, ils avaient affiné la guerre psychologique en un art. Les villes qui résistaient étaient anéanties jusqu'au dernier enfant. Celles qui se rendaient étaient seulement pillées. Le message était clair: résister et mourir, ou se soumettre et seulement souffrir. En février 1241, Sandomierz avait été mise à sac avec une telle brutalité que les survivants parlaient de rivière rouge pendant des jours. À la bataille de Tursko, le 13 février, les Mongols massacrèrent presque toute la noblesse de Cracovie. Cela incluait le voïvode Włodzimierz et le châtelain Clément de Bzelnica. Le 18 mars, à Chmielnik, une autre force polonaise fut massacrée. Chaque engagement suivait le même schéma.
Les Mongols apparaissaient avec une vitesse impossible. Ils submergeaient les défenseurs avec une mobilité et une maîtrise de l'arc supérieure. Puis ils disparaissaient avant que les renforts ne puissent arriver. Lorsque les Mongols brûlèrent Cracovie le 24 mars, dimanche des Rameaux, le symbolisme était délibéré et effrayant. La semaine la plus sainte de la chrétienté commença avec l'ancienne capitale de la Pologne, réduite en ruines fumantes. Le duc Henri II le Pieux, né vers 1196, avait hérité du duché de Silésie de son père, Henri le Barbu. Cela s'était produit seulement 3 ans plus tôt, en 1238. L'épithète le Pieux était bien méritée. Élevé par une mère plus tard canonisée comme sainte Edwige d'Andechs, Henri était connu pour sa profonde dévotion chrétienne. Il était également reconnu pour son patronage des monastères et son ascétisme personnel. Il avait épousé Anne de Bohême, fille du roi Ottokar Ier. Cette union politique le rattachait à l'une des familles royales les plus puissantes d'Europe. À 45 ans, en 1241, Henri n'était pas un jeune inexpérimenté. Il avait servi comme régent de plusieurs duchés. Il avait arbitré des conflits entre les branches rivales des Piastes. Il nourrissait de réelles ambitions de réunir les terres polonaises fracturées sous son règne. Ses contemporains se souvenaient de lui comme un homme intelligent, pieux et ambitieux. C'était un homme qui croyait sincèrement que Dieu l'avait choisi pour sauver la Pologne chrétienne de la horde païenne. Le matin où il partit affronter les Mongols, la légende veut qu'une brique soit tombée de l'église Sainte-Marie de Legnica. Elle manqua de peu le duc. Ses soldats prirent cela pour un sombre présage, et ils avaient raison. Mais Henri, poussé par le devoir, la foi et peut-être une confiance excessive fatale, refusa d'attendre les renforts. Cette décision allait lui coûter cher. Alors que février laissait place à mars, Henri rassembla frénétiquement toutes les forces qu'il put. De son propre duché de Silésie vinrent peut-être 8000 hommes. C'était un mélange de chevaliers en armure, de petite noblesse et de paysans enrôlés à la hâte. De la Grande Pologne arrivèrent des unités de cavalerie sous des commandants comme Sulisław. Son cousin, Mieszko de Le Gros, duc d'Opole, amena peut-être 5000 soldats de Haute-Silésie. Cependant, leur engagement s'avérerait fatalement discutable. Plus prestigieux encore, Henri avait obtenu des contingents des grands ordres militaires. Ces moines guerriers représentaient les meilleurs combattants de la chrétienté. Les Templiers envoyèrent environ 500 hommes. Cela incluait 9 frères templiers, qui avaient répondu à l'appel du pape Grégoire IX pour défendre la chrétienté. Les hospitaliers contribuèrent également avec leur propre contingent. Des affirmations contestées rapportent que des chevaliers teutoniques rejoignirent aussi l'armée en formation. Ce n'étaient pas de simples soldats. C'étaient les troupes de choc d'élite de la guerre médiévale. Ces hommes s'étaient entraînés toute leur vie pour le combat monté. Ils étaient vêtus des meilleures armures que l'argent pouvait acheter. Henri attendait aussi désespérément son beau-frère, le roi Venceslas Ier de Bohême. Ce dernier marchait vers le nord, avec une armée estimée à 50 000 hommes. Si Venceslas arrivait, la force chrétienne combinée serait largement supérieure en nombre aux pillards mongols. La victoire serait assurée. Mais Venceslas était encore à 2 jours de marche. Les Mongols le savaient. Les commandants mongols, Baïdar et Kadan, petits-fils de Genghis Khan, ainsi qu'Orda Khan, n'avaient aucune intention de mener une bataille équitable. La guerre mongole reposait sur une collecte de renseignements supérieurs. Ils utilisaient des guides locaux et torturaient les prisonniers pour obtenir des informations. Ils maintenaient également un vaste réseau d'espions dans tous les territoires qu'ils envahissaient. Au début d'avril, ils savaient exactement où Henri rassemblait ses forces. Ils étaient informés de l'approche de l'armée de Venceslas. Ils savaient également que si les 2 armées européennes s'unissaient, les Mongols seraient en infériorité numérique de plus de 3 contre 1. La solution était évidente, frapper avant que la jonction ne puisse avoir lieu. Les 7 et 8 avril, alors que l'armée d'Henri se rassemblait près de Legnica, dans le village plus tard connu sous le nom de Legnikipol, les Mongols levèrent le siège de Rokhov. Ils marchèrent de force vers leur proie.
Ils parcoururent la distance avec une telle rapidité qu'Henri eut à peine le temps de déployer ses forces. L'ennemi apparut alors à l'horizon. Ce qu'Henri ne comprenait pas pleinement, c'est qu'il était sur le point d'affronter des guerriers. Ces guerriers s'étaient entraînés toute leur vie pour ce type d'engagement précis. Chaque soldat mongol avait été élevé à cheval. Il apprenait à tirer un arc au grand galop avant de pouvoir marcher correctement. Ils avaient conquis le plus grand empire terrestre de l'histoire humaine. Ils l'avaient fait non pas par leur supériorité numérique, mais par des tactiques supérieures. Ils excellaient aussi par leur discipline et une maîtrise absolue de la manipulation psychologique. La stratégie des Mongols pour la Pologne reflétait leur campagne précédente à travers l'Asie et la Russie. Frapper fort, frapper vite, puis disparaître avant qu'une résistance organisée ne puisse se former. Après les raids de reconnaissance initiaux fin 1240, l'invasion complète fut lancée en février 1241. Environ 20 000 guerriers mongols étaient organisés en deux Tuman, l'unité de base de l'armée mongole de 10 000 hommes. Les forces d'Orda dévastèrent le centre de la Pologne. Elles s'étendirent aussi loin au nord que Łęczyca, avant de tourner vers le sud en direction de Wrocław. Le contingent de Baïdar et Kadan ravagea le sud de la Pologne. Ils détruisirent méthodiquement tous les points de rassemblement potentiels pour la résistance polonaise. Le schéma était brutalement constant. Les Mongols contournaient les villes lourdement fortifiées, sauf en cas d'absolue nécessité. Ils se concentraient plutôt sur la destruction des armées de campagne. Ils créaient une atmosphère de terreur qui paralysait la résistance organisée. À Tursko, ils démontrèrent la doctrine tactique mongole fondamentale. Ils utilisaient la cavalerie légère pour harceler et fragmenter les formations ennemies. Ils employaient de fausses retraites pour attirer les chevaliers impétueux, loin de leur infanterie de soutien. Ensuite, ils encerclaient et détruisaient les unités isolées avec des tirs d'archerie concentrés et des charges de cavalerie lourdes. Les chevaliers polonais et allemands, entraînés dans la tradition du combat de mêlée rapproché, n'avaient aucune réponse. Ils étaient face à un ennemi qui refusait de se tenir et de combattre selon leurs propres termes. Quand les Mongols brûlèrent Cracovie, ils ne détruisaient pas seulement une ville. Ils envoyaient un message. Votre capitale est tombée, votre noblesse est morte. La résistance est inutile. C'était de la guerre psychologique autant que de la conquête militaire. La réponse européenne fut paralysée par la désunion et une pensée tactique dépassée. Alors qu'Henri rassemblait des forces à Legnica, d'autres alliés potentiels hésitaient. L'empereur Frédéric II du Saint-Empire romain germanique et le roi Béla IV de Hongrie étaient tous deux préoccupés par leurs propres querelles politiques. Le conflit en cours entre l'Empire et la papauté les absorbait. Ils n'envoyèrent aucune aide significative. Les dirigeants d'Europe occidentale étaient obsédés par les croisades en Terre Sainte et leurs propres conflits internes. Ils considéraient la menace mongole comme un problème est-européen. Même parmi les ducs polonais, la coopération était au mieux réticente. Chaque souverain protégeait jalousement ses propres forces. Ils étaient paranoïaques que des ducs rivaux puissent exploiter toute faiblesse. Mieszko II le Gros, cousin d'Henri, qui commanderait le contingent d'Opole à Legnica, entretenait une relation difficile avec Henri. Les politiques de cour et les querelles familiales signifiaient que, même face à une menace existentielle, les vieilles animosités couvaient sous la surface. Ce manque d'unité signifiait que, au lieu d'affronter les Mongols avec la puissance combinée de l'Europe chrétienne, Henri les rencontrerait avec une force hétéroclite. Elle se composait d'environ 25 000 hommes. Beaucoup d'entre eux étaient des paysans conscrits mal entraînés, qui n'avaient jamais vu de vrais combats. Face à des guerriers qui avaient passé toute leur vie à perfectionner l'art de la guerre, le résultat était tragiquement prévisible. Le soir du 8 avril 1241, l'armée de Henri s'installa près de Legnica. Elle campa à environ 10 km au sud-est de la ville. Ce site est maintenant connu sous le nom de Legnicki Pole. L'armée était disposée selon la formation européenne traditionnelle de l'époque. L'avant-garde était composée de cavalerie silésienne lourdement armée. Il y avait peut-être 2000 chevaliers montés. Ils devaient lancer la charge décisive pour briser les formations ennemies. Derrière eux se tenait la cavalerie de Grande-Pologne sous Sulisław. Le contingent d'Opole, sous Mieszko II, complétait cette force.
Cela représentait 5000 guerriers montés supplémentaires. L'infanterie formait l'arrière-garde. Elle était principalement constituée de paysans levés, équipés de lances, de haches et de toute armure qu'ils pouvaient se procurer. Leur rôle était de soutenir la charge de la cavalerie et de protéger contre les attaques de flanc. Les ordres militaires d'élite, environ 500 templiers, hospitaliers et peut-être chevaliers teutoniques, formaient la réserve personnelle de Henri. C'était la force de choc qu'il déchaînerait au moment critique. Au total, les historiens estiment que Henri commandait entre 20 000 et 30 000 hommes. 25 000 est le chiffre le plus souvent cité. C'était une force impressionnante selon les normes médiévales. Elle était plus grande que de nombreuses armées qui avaient décidé du sort des royaumes. Les soldats, en particulier les chevaliers, étaient confiants. Ils possédaient une armure supérieure et des armes supérieures. Ils étaient plus nombreux que les pillards mongols. Plus important encore, ils combattaient pour le Christ, pour leur patrie et pour leur famille. Comment pouvaient-ils perdre? En face d'eux, à travers le champ, le matin du 9 avril, se trouvaient environ 20 000 guerriers mongols. Ils étaient commandés par Baïdar, Kadan et Ordakran. Cependant, les chiffres bruts ne racontent qu'une partie de l'histoire. Chaque soldat mongol était un guerrier professionnel. Il était entraîné dès l'enfance au tir à l'arc à cheval, à l'équitation et aux manœuvres complexes sur le champ de bataille. Ils étaient organisés avec une efficacité redoutable, en unités de 10, 100, 1000 et 10 000 hommes. Chaque unité avait des chaînes de commandement claires. Leur méthode de communication sur le champ de bataille utilisait des drapeaux et des messagers. Leur doctrine tactique avait des siècles d'avance sur la pensée militaire européenne. Les Mongols employaient une approche combinée des armes. Ils mélangeaient la cavalerie légère d'archers à cheval, les troupes de choc de la cavalerie lourde, et parfois des archers démontés. Tout cela était coordonné par un système de commandement sophistiqué. Plus dévastateur encore, ils avaient perfectionné la fausse retraite au rang de science. Ce n'était pas simplement s'enfuir en espérant que l'ennemi poursuivrait. C'était un ballet de mort soigneusement chorégraphié. Chaque unité savait exactement quand se retirer. Elle savait aussi jusqu'où reculer et quand faire demi-tour pour contre-attaquer. Les commandants mongols avaient trouvé un terrain élevé près du champ de bataille. Cet avantage critique leur permit d'observer tout l'engagement. Ils pouvaient diriger leurs forces avec des signaux de drapeau. Les Mongols apportaient également des avantages technologiques. Leurs arcs composites, faits de cornes, de bois et de tendons, étaient plus puissants. Ils avaient une portée plus longue que les arcs européens. Ils auraient transporté des roquettes primitives ou des flèches incendiaires. Celles-ci pouvaient créer des écrans de fumée et semer la confusion. Chaque guerrier possédait plusieurs chevaux. Cela leur permettait de rester frais tandis que les montures ennemies se fatiguaient. Ils disposaient de renseignements détaillés sur la composition de leur ennemi. Ils connaissaient aussi leur tactique et leur leadership. Le décor était planté pour un massacre. La bataille débuta avec la cavalerie silésienne. C'était l'avant-garde de Henri. Elle engagea le combat. C'était la doctrine européenne standard. Envoyer d'abord la cavalerie lourde pour tester la force de l'ennemi. L'espoir était de briser sa ligne avec une charge décisive. Les Silésiens, chevaliers en armure sur de puissants chevaux de guerre, traversèrent le champ vers les lignes mongoles avec un bruit de tonnerre. Cela dut être un spectacle magnifique. La fleur de la chevalerie polonaise chargeait en formation parfaite. Les lances étaient abaissées, les bannières flottaient. Le sol tremblait sous des milliers de sabots. Et puis, soudainement, inexplicablement, les Mongols devant eux firent demi-tour et s'enfuirent. L'avant-garde mongole, la cavalerie légère Mangudai, se dispersa et courut. Ils semblaient terrifiés par l'approche des chevaliers chrétiens. Cela parut trop facile. Les Silésiens avaient à peine engagé le combat. L'ennemi se retirait déjà en panique. Les chevaliers polonais, le sang chaud, leur honneur compétitif exigeant qu'ils poursuivent et détruisent un ennemi en fuite, chargèrent après les Mongols en retraite. Derrière eux, voyant le succès apparent, la cavalerie de Grande-Pologne de Sulisław et le contingent d'Opole de Mieszko s'élancèrent également. C'était le moment décisif. La bravoure chrétienne allait écraser les envahisseurs païens. Sauf que ce ne fut pas le cas.
La retraite était une tactique Mangudai soigneusement planifiée. C'était le mouvement caractéristique de la guerre mongole. Les commandants de Henri venaient d'engager toutes leurs forces de cavalerie à chasser des ombres. Alors que les chevaliers polonais et allemands poursuivaient les Mongols en fuite, ils se séparèrent rapidement de leur infanterie de soutien. Les paysans losés, incapables de suivre le rythme des guerriers montés, prirent de plus en plus de retard. La formation de combat soigneusement préparée, avec la cavalerie et l'infanterie se soutenant mutuellement, se désintégra. Elle devint une poursuite désorganisée à travers la plaine. C'est exactement ce que voulaient les Mongols. Une fois que la cavalerie chrétienne eut étiré sa formation, elle s'éloigna de la distance de soutien de son infanterie. Les Mongols tendirent le piège. Les Mangudai en fuite firent soudainement pivoter leurs chevaux et s'arrêtèrent. Mais ils ne chargèrent pas leurs poursuivants. Au lieu de cela, ils commencèrent à tirer. Les archers mongols, maîtres dans l'art de tirer avec précision à cheval, déchaînèrent une pluie de flèches sur les chevaliers chrétiens désormais vulnérables. Simultanément, la cavalerie légère mongole, cachée sur les flancs, surgit de ses positions. Elle commença à attaquer la cavalerie chrétienne par les côtés. Pour créer une confusion supplémentaire, les Mongols allumèrent des tas de roseaux préparés. Cela créa d'énormes écrans de fumée sur le champ de bataille. Ils empêchèrent ainsi l'infanterie polonaise de voir ce qui arrivait à leur cavalerie. Les chroniques médiévales, notamment le récit du XVe siècle de Jean Dugos, décrivent le chaos. Les chevaliers polonais, aveuglés par la fumée et séparés de leur formation, se retrouvèrent attaqués de toutes parts. Ils faisaient face à un ennemi qu'ils ne pouvaient ni voir ni engager correctement. Et puis, selon certains récits, quelque chose d'encore plus psychologiquement dévastateur se produisit. Un guerrier mongol qui avait appris le polonais traversa la fumée. Il cria « Courez !» en polonais parfait. Mieszko-tsa, entendant ce qu'il pensait être des voix amies ordonnant une retraite, ne pouvait pas voir à travers l'écran de fumée. Il prit une décision fatale. Il ordonna à son contingent d'Opole de se retirer de la bataille. Le retrait des forces de Mieszko, que ce soit à cause de la tromperie mongole ou d'une panique réelle, brisa ce qui restait de la formation de combat chrétienne. Henri, voyant son armée soigneusement assemblée se désintégrer sous ses yeux, prit la décision désespérée d'engager ses forces de réserve. Les chevaliers des ordres militaires d'élite, ses meilleures troupes, chargèrent pour tenter de sauver la situation. Il était trop tard. Le piège mongol s'était refermé complètement. La cavalerie chrétienne était isolée, confuse et séparée en groupes fragmentés. Les Mongols l'encerclèrent. Les archers mongols, positionnés dans la classique formation en croissant mongole, déversèrent des flèches sur les chevaliers chrétiens piégés. Ils tiraient de multiples directions simultanément. Les guerriers européens lourdement armés, conçus pour le combat rapproché, se retrouvèrent dans un scénario cauchemardesque. Ils ne pouvaient pas approcher un ennemi qui refusait le combat au corps à corps. Leur armure, bien que résistante aux épées et aux lances, offrait une protection limitée contre les flèches perforantes. Celles-ci étaient tirées des arcs composites mongols à courte portée. Leurs chevaux, élevés pour la puissance plutôt que l'endurance, commencèrent à se fatiguer. Ils portaient le poids des cavaliers en armure. Le stress des tirs constants d'archers les épuisait. Certaines sources affirment que les Mongols utilisèrent également des roquettes primitives à poudre noire. Ils auraient aussi employé des flèches incendiaires. Cela ajoutait des armes psychologiquement terrifiantes à l'assaut. L'existence de ces armes à Negnica reste historiquement contestée. Ce qui n'est pas contesté, c'est le volume pur des flèches. Les guerriers mongols portaient généralement de 60 à 100 flèches chacun. Avec 20 000 Mongols sur le terrain, cela signifiait jusqu'à 2 millions de flèches disponibles pour la bataille. Les chrétiens se noyaient sous une pluie d'acier. Alors que l'encerclement se resserrait, les Mongols envoyèrent leur cavalerie lourde pour achever le massacre. Contrairement à leurs homologues de cavalerie légère, la cavalerie lourde mongole portait des armures. Elle maniait des lances, des épées et des masses. Ils s'écrasèrent sur les formations chrétiennes désorientées et criblées de flèches. Ils commencèrent le travail brutal des combats rapprochés. Les chevaliers polonais et allemands,
les meilleurs guerriers que la chrétienté pouvait produire, combattirent avec un courage désespéré. Des actes individuels d'héroïsme furent sans aucun doute accomplis. Des chevaliers vendirent chèrement leur vie. Ils protégèrent leurs camarades. Ils combattirent jusqu'à leur dernier souffle. Mais l'héroïsme sans cohérence tactique n'est qu'une mort spectaculaire. Une par une, les unités chrétiennes furent encerclées et anéanties. L'infanterie paysanne, voyant sa cavalerie détruite, se retrouva exposée et vulnérable. Elle se dispersa et s'enfuit. Les Mongols les traquèrent systématiquement. La guerre médiévale montrait rarement de pitié envers les forces en déroute. Les Mongols étaient particulièrement impitoyables pour empêcher les survivants de se regrouper. De petits groupes de chrétiens en fuite furent poursuivis et tués. Ceux qui tentèrent de se rendre découvrirent que les Mongols s'intéressaient peu aux prisonniers parmi les simples soldats. Le duc Henri lui-même, réalisant que la bataille était perdue, tenta de fuir le champ de bataille avec une petite garde rapprochée. Ils n'y parvinrent pas. Des guerriers mongols les rattrapèrent. Dans la mêlée confuse, Henri fut blessé au bras par une lance. Il tomba de son cheval. Avant qu'il ne puisse se relever, il fut encerclé et tué. Certains récits disent qu'il fut capturé vivant, puis décapité. D'autres affirment qu'il mourut en combattant. Quoi qu'il en soit, le résultat fut le même. Le duc de Silésie, grand-duc de Pologne, l'homme qui était censé unir la Pologne chrétienne et la sauver des païens, était mort. Les Mongols, suivant leur coutume traditionnelle de compter les morts ennemis, coupèrent l'oreille droite de chaque guerrier chrétien tombé. À la fin de la journée, ils avaient rempli 9 grands sacs avec ces macabres trophées. Si chaque sac contenait même 2000 oreilles, cela signifierait au moins 18 000 victimes chrétiennes. Certaines estimations portent les pertes polonaises et alliées jusqu'à 40 000. Cependant, cela inclut probablement les victimes de toute la campagne polonaise. Des historiens modernes plus conservateurs suggèrent qu'entre 20 000 et 30 000 chrétiens moururent à Legnica. C'était essentiellement toute l'armée de Henri. Les Mongols prirent la tête coupée du duc Henri. Ils la montèrent sur une lance. Ils la paradèrent autour des murs de Legnica. C'était un avertissement pour quiconque envisagerait une résistance supplémentaire. Son corps, lorsqu'il fut finalement retrouvé, était si mutilé. Sa veuve ne put l'identifier que par une caractéristique physique distinctive. Henri avait 6 orteils à son pied gauche. Les pertes mongoles sont inconnues. Elles furent presque certainement minimales. Une exécution parfaite de leur tactique standard, avec l'ennemi tombant obligeamment dans chaque feinte et piège, aurait entraîné très peu de morts mongols. Certaines sources suggèrent que les Mongols subirent des pertes notables. Ce fut peut-être lors des charges initiales avant que le piège ne se referme complètement. Cependant, rien n'approchait les pertes catastrophiques subies par les chrétiens. À tout point de vue, Legnica fut une victoire mongole époustouflante. Elle fut obtenue avec une efficacité exemplaire. Les conséquences immédiates de Legnica ont secoué toute l'Europe chrétienne. Le roi Venceslas Ier de Bohême se trouvait à une journée de marche lorsque la bataille eut lieu. Il apprit la défaite catastrophique d'Henri. Il retira aussitôt son armée de 50 000 hommes vers la Bohême. Une petite force mongole le poursuivit, mais la cavalerie bohémienne la repoussa à Klozzo. Venceslas n'avait aucune intention d'affronter les Mongols. Il avait vu ce qu'ils avaient fait à son beau-frère. Henri était mort, et Venceslas se retirait. Le nord de la Pologne était sans défense. Les Mongols divisèrent leur armée en petits groupes de pillards. Ces groupes terrorisèrent la campagne pendant plusieurs semaines. Les fermes furent incendiées et les villages détruits. Des civils furent massacrés ou réduits en esclavage. Le nombre exact de morts ne sera jamais connu. Les chroniques contemporaines décrivent la dévastation comme biblique. Certains territoires polonais perdirent jusqu'à la moitié de leur population. Cela fut dû au décès, à l'esclavage ou à la fuite vers des régions plus sûres. Des villes comme Rokow et Legnica avaient évité l'assaut direct durant la campagne. Elles furent désormais confrontées à un défi. Il fallait accueillir des milliers de réfugiés et se préparer aux futures attaques. L'impact psychologique fut peut-être encore plus dévastateur que la destruction matérielle. La fleur de la chevalerie polonaise avait été anéantie en un après-midi.
Ceci fut l'œuvre de cavaliers païens, pourtant supposés inférieurs. Chaque supposition sur la supériorité militaire européenne fut brisée. La charge de cavalerie lourde, pilier de la guerre européenne depuis des siècles, était devenue obsolète. L'ennemi refusait simplement de s'engager selon les termes européens. 2 jours après Legnica, les Mongols remportèrent une victoire encore plus dévastatrice. Ce fut à la bataille de Mohi en Hongrie, le 11 avril. Le général Subutai, avec la force mongole principale, détruisit complètement l'armée hongroise. L'armée était commandée par le roi Béla IV. On estime que 40 000 à 50 000 Hongrois furent tués. L'Europe centrale était ouverte. Les Mongols passèrent l'été et l'automne de 1241 à subjuguer systématiquement la Hongrie. Ils incendièrent des villes, réduisirent les populations en esclavage et éliminèrent toute résistance organisée. Ils hivernèrent en Hongrie. Subutai commença à élaborer des plans pour l'invasion de l'Italie et du Saint-Empire romain germanique. L'invasion devait avoir lieu au printemps de 1242. Vienne, l'Italie, la France, toute l'Europe occidentale chrétienne semblait condamnée. Elle semblait devoir partager le sort de la Pologne et de la Hongrie. Les Mongols s'étaient montrés absolument imparables. Aucune armée européenne ne pouvait leur tenir tête. Puis, en décembre 1241, une nouvelle parvint au commandant mongol. Cette nouvelle changea tout. Le grand Khan Ögedei, fils de Genghis Khan et chef suprême de l'empire mongol, était mort. La loi mongole exigeait le retour de tous les princes royaux à la capitale, Karakorum. Ils devaient participer à la sélection d'un nouveau grand Khan. Batu Khan, bien qu'il fût sur le point de conquérir toute l'Europe, n'eut d'autre choix que de se retirer. En 1242, les armées mongoles évacuèrent la Hongrie et la Pologne. Elles retournèrent vers l'Est. Ce n'est pas une défaite qui sauva l'Europe. Ce fut une mort, à des milliers de kilomètres, en Mongolie. Cependant, le cauchemar de la Pologne n'était pas terminé. Les Mongols sont revenus. En 1259 et 1260, les forces mongoles envahirent à nouveau la Pologne. Ceci se fit sous la direction du général Burundai. Elles menèrent des raids étendus qui dévastèrent davantage les duchés déjà affaiblis. Ce n'étaient pas des campagnes de conquête, mais des expéditions punitives. C'étaient aussi des raids esclavagistes, conçus pour terroriser et piller plutôt que pour occuper. En 1287, Tulabuga et Nogai Khan menèrent une autre invasion mongole de la Pologne. Cette fois, ils étaient accompagnés de troupes vassales de Ruthénie. Cette incursion fut partiellement repoussée par l'amélioration des défenses polonaises. Cependant, les dégâts furent encore importants. Pendant le reste du XIIIe siècle, la Horde d'Or menaça à plusieurs reprises la Pologne. La Horde d'Or était le khanat mongol établi par Batu en Russie. Elle exigea la soumission et un tribut par des ultimatums. L'ombre mongole plana sur la Pologne pendant des décennies. En revanche, les principautés russes à l'Est furent complètement soumises. Elles restèrent sous le joug de la Horde d'Or pendant plus de 2 siècles. Les Russes appellent cette période le joug tatar. La mort du duc Henri II à Legnica eut des conséquences à long terme. Celles-ci concernèrent le développement politique polonais. Henri avait été le plus puissant des ducs Piast. Il nourrissait de réelles ambitions de réunifier la Pologne sous son règne. Sa mort brisa ses espoirs. La lignée des Piast de Silésie se fragmenta en de nombreux petits duchés. Aucun souverain n'a réussi à réunifier la Pologne pendant de nombreuses années. Certains historiens affirment que la fragmentation polonaise, rendue permanente par la mort d'Henri, affaiblit durablement la Pologne. Cela contribua à sa vulnérabilité éventuelle face au partage des siècles plus tard. La bataille de Legnica a accompli ce qu'aucun autre engagement n'a réussi. Elle a démontré de manière concluante que les tactiques militaires européennes étaient totalement inadéquates. Elles ne pouvaient pas faire face à la guerre nomade des steppes. Le chevalier lourdement armé, force militaire dominante en Europe pendant des siècles, était devenu obsolète. L'ennemi combinait une mobilité supérieure et une archerie supérieure. Il avait aussi une communication supérieure sur le champ de bataille et surtout une discipline tactique supérieure. Si les forces européennes s'étaient unies plus tôt, si une défense coordonnée, unique avait été organisée,
les Mongols auraient pu être arrêtés ou au moins contenus. Cette défense aurait regroupé les armées combinées de Pologne, de Bohême, de Hongrie et du Saint-Empire romain germanique. Mais la désunion, les tactiques dépassées et une confiance en soi fatale firent que l'Europe fut vaincue en détail. Elle fut vaincue armée après armée. Considérons le scénario contrefactuel. Et si Hongrie avait attendu Venceslas? Une force chrétienne combinée de 75 000 hommes aurait largement dépassé le nombre de 20 000 pillards mongols. Même avec des tactiques mongoles supérieures, la pure disparité numérique aurait pu forcer les Mongols à se retirer, ou bien elle aurait pu leur faire risquer d'être eux-mêmes encerclés. Et si les Mongols avaient conquis l'Europe avec succès? La civilisation occidentale telle que nous la connaissons pourrait ne pas exister. Les bibliothèques de Paris auraient pu être détruites, les universités de Bologne auraient pu disparaître, les cathédrales gothiques de France et d'Allemagne auraient pu être anéanties, les républiques marchandes d'Italie auraient également souffert. Tout cela aurait été aussi complet que la destruction des grandes villes de Khwarezm et de Rus. La Renaissance n'aurait peut-être jamais eu lieu. La révolution scientifique aurait pu être étouffée dans l'œuf. L'invasion mongole de l'Europe représente l'un des plus grands quasi-accidents de l'histoire. C'est un moment où la trajectoire entière de la civilisation humaine était en jeu. L'héritage de Legnica reste controversé. Dans la mémoire nationale polonaise, c'est à la fois une tragédie et un symbole de résistance. La bataille est commémorée sur la tombe du soldat inconnu à Varsovie. L'inscription est Legnica, le 9 avril 1241. Le 9 avril est toujours reconnu par certains Polonais comme le jour où leurs ancêtres se sont opposés à une invasion asiatique. Ceci, même si cette opposition a entraîné une annihilation complète. Le duc Henri II, malgré sa défaite catastrophique, a été vénéré comme un martyr. Il a donné sa vie pour la défense de la chrétienté. En 2015, le diocèse catholique romain de Legnica a ouvert sa cause de béatification. Il lui a accordé le titre de serviteur de Dieu. Qu'un commandant dont les tactiques ratées ont mené à la mort de dizaines de milliers d'hommes mérite la sainteté reste une question pour les théologiens. Les historiens militaires modernes étudient Legnica comme une leçon magistrale. C'est un exemple de la manière de ne pas combattre un ennemi technologiquement et tactiquement supérieur. Henri a commis toutes les erreurs possibles. Il a divisé ses forces en permettant à sa cavalerie de se séparer de son infanterie. Il est tombé dans le plus vieux piège de la guerre nomade, la fausse retraite. Il n'a pas réussi à maintenir la communication. Il n'a pas non plus coordonné ses différents contingents sur le champ de bataille. Il a engagé ses réserves trop tard et avec une force insuffisante. Le plus accablant est qu'il a livré une bataille qu'il n'avait pas besoin de livrer. S'il avait attendu Venceslas un jour de plus, toute la campagne aurait pu se terminer différemment. Mais l'impatience, la confiance excessive et peut-être une foi mal placée dans la supériorité militaire européenne l'ont conduit à livrer bataille selon les termes mongols. Le résultat fut un massacre prévisible. La bataille de Legnica reste l'une des défaites militaires les plus complètes et les plus dévastatrices du Moyen Âge. Ce fut une catastrophe qui a failli coûter son existence à l'Europe. Elle a démontré que la supériorité militaire ne provient pas de l'armure la plus lourde ou des guerriers les plus courageux. Elle vient de tactiques supérieures, d'une meilleure intelligence. Elle provient aussi de structures de commandement plus flexibles et de la discipline nécessaire. Cette discipline permet d'exécuter des manœuvres complexes sous le feu. Les Mongols possédaient tous ces avantages. Les Européens, eux, n'en possédaient aucun. 20 000 guerriers mongols ont détruit une armée de 25 000 chrétiens en un après-midi. Ils ont tué un haut-duc et terrorisé toute une région. Ils ont très failli ouvrir les portes à la conquête de l'Europe occidentale. Seul un accident de la politique de succession a empêché la soumission complète de l'Europe chrétienne. Cet accident fut une mort, à des milliers de kilomètres. La leçon de Legnica est claire. Le courage sans compétence n'est qu'une mort coûteuse. L'honneur sans intelligence n'est qu'un échec glorieux. Charger aveuglément un ennemi que l'on ne comprend pas est un suicide avec des étapes supplémentaires. Le duc Henri II le Pieux était un homme courageux. C'était un chrétien dévot
et un terrible général. Son héritage est composé de milliers de soldats morts, de décennies de dévastation. C'est aussi une conquête mongole de l'Europe presque réussie. Si vous avez trouvé fascinante cette exploration approfondie, c'est l'une des défaites militaires les plus dévastatrices de l'histoire. Veuillez montrer votre appréciation pour cette vidéo. Partagez-la avec vos contacts. Abonnez-vous à la chaîne. Vous recevrez ainsi d'autres explorations sombres et détaillées. Elles portent sur les batailles et les trahisons qui ont façonné notre monde. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle catastrophe historique vous souhaitez voir ensuite. Devrais-je couvrir la chute de Constantinople ou le massacre à Béziers pendant la croisade des Albigeois? Ou préférez-vous l'anéantissement complet des chevaliers teutoniques à Grunwald? Vos suggestions alimentent le contenu. Faites-le moi savoir. Merci d'avoir regardé ce voyage brutal dans le passé. Rappelez-vous toujours une chose. Les plus grandes leçons de l'histoire sont souvent enveloppées dans ces moments les plus sombres.